Dans ce nouveau paragraphe, nous allons maintenant aborder les canaux ioniques. Ces canaux ioniques sont d'ores et déjà exploités en thérapeutique, nous l'avons vu, mais l'analyse du génome humain permet de penser qu'ils vont devenir, dans les années qui viennent, une famille majeure de cibles des médicaments. La perméabilité de ces canaux pourra être anionique, comme c'est le cas des canaux chlorure, mais la plupart des canaux ioniques sont des canaux à perméabilité cationique. Certains canaux ont une perméabilité cationique non sélective, permettant des flux de sodium, calcium ou potassium, alors que d'autres canaux auront une perméabilité sélective à un seul de ces ions. Ce sont des exemples de ces canaux à perméabilité sélective que je vais choisir maintenant pour illustrer cette partie du cours. Enfin, comme montré sur ce schéma et par souci de simplification, je ne vais aborder ici que des canaux exprimés dans la membrane plasmique. Mais je vous demanderai de retenir que les membranes intracellulaires assurent également des échanges ioniques. Ce sera le cas de la membrane du réticulum endoplasmique, ce sera le cas de la membrane interne mitochondriale ou encore des membranes des vésicules intracellulaires. Mais nous allons axer notre propos uniquement sur ces protéines membranaires situées sur la membrane plasmique. Nous allons donc aborder seulement 3 exemples de canaux ioniques, ce qui peut paraître beaucoup, j'en suis conscient, mais je crois que ce sont des exemples qui sont assez illustratifs. Les 3 exemples choisis seront donc des canaux ioniques cationiques, qui vont permettre des flux d'ions positifs, et qui sont de plus, comme je vous l'ai dit, sélectifs d'un ion donné. Et les 3 sont, encore une fois, localisés à la membrane plasmique. Nous allons parler successivement des canaux sodiques, qui sont la cible des agents anesthésiques locaux, par exemple. Puis nous allons parler d'une classe particulière de canaux potassiques, bien évidemment ceux qui sont sensibles à l'ATP, ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur la classe de médicaments dont nous avons déjà parlé, celle des sulfamides antidiabétiques. Et enfin, nous aborderons une classe particulière de canaux calciques, les canaux qui sont la cible de médicaments que l'on appelle des dihydropyridines, canaux que l'on appelle également de type grand L, et vous comprendrez pourquoi. Ces canaux ioniques sont dits dépendants du voltage ou encore dépendants du potentiel. Ce sont ces canaux qui sont, dans les cellules excitables, responsables de la phase de dépolarisation rapide du potentiel d'action. Vous avez rencontré ces canaux dans l'excellent cours de physiologie cardiaque au chapitre 1 portant sur l'activation rythmique de la contraction cardiaque. Ces canaux permettent le passage des ions dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Il est évident qu'un tel fonctionnement ne pourra se répéter que et seulement si d'autres structures transmembranaires seront capables de rétablir les déséquilibres. Voici un schéma emprunté ici au cours du professeur Bernard Müller qui enseigne la pharmacologie à l'université de Bordeaux et qui a illustré ici les notions de gradient ionique et de présence aux côtés des canaux, des pompes et des transporteurs ioniques. Les principales caractéristiques de ces différents acteurs sont décrites dans ce tableau. Vous retiendrez que la capacité de transfert ionique, que l'on appelle la conductance, est élevée pour les canaux, contrairement aux autres structures. Vous retiendrez aussi que l'activité de ces canaux peut être modulée par des phosphorylations ou par des messagers intracellulaires, mais que l'activation se fera par la dépolarisation de la membrane. Les canaux sodiques, dépendants du potentiel membranaire, sont donc localisés à la membrane plasmique des cellules excitables ou des cellules automatiques, par exemple, et elles auront un rôle dans l'initiation et dans la propagation du potentiel d'action. Vous avez dans la partie droite de ce schéma des potentiels d'action mesurés au niveau d'un neurone ou
au niveau d'une cellule du nœud sinusal, au niveau cardiaque, ou encore mesurée dans un myocyte ventriculaire. La flèche rouge indique la participation des canaux sodiques à chacune de ces activités électriques. La localisation est indiquée dans la partie gauche. On vous dit qu'il s'agit de membranes plasmiques, notamment donc des cellules excitables. Le rôle est dans l'initiation et dans la propagation du potentiel d'action. Et il est mentionné la nomenclature de ces canaux sodiques. La nomenclature de ces canaux est basée sur les sigles Na pour sodium, le principal ion transporté par ces canaux, et par un petit v pour voltage, puisque c'est le potentiel membranaire qui sera le principal régulateur physiologique de ce canal. La structure des canaux sodiques dépendant du voltage est maintenant illustrée sur cette diapositive. Ils sont constitués d'une assez grande sous-unité alpha associée à deux petites sous-unités bêta de part et d'autre, petites sous-unités bêta dont le rôle semble relativement mineur. La sous-unité alpha comprend pour sa part 24 hélices transmembranaires que l'on a regroupées en 4 domaines homologues. Donc les 4 domaines se répètent. La 4e hélice de chaque domaine est une hélice qui interviendrait comme détecteur de voltage. Et vous voyez que cette 4e hélice porte des signes plus qui indiquent que c'est le segment détecteur du voltage. En effet, comment comprendre qu'une protéine transmembranaire puisse ne laisser passer qu'un seul type d'ion? Eh bien, c'est parce que, dans la structure de ce récepteur, il existe des zones qui sont capables de détecter la nature des ions et de ne les laisser passer que de façon donc privilégiée. Parlons toujours de cette sous-unité alpha. Une quinzaine d'isoformes de la sous-unité alpha ont été clonées. La famille NAV1, qui est la mieux étudiée, comporte 9 membres et sa localisation tissulaire est rapportée ici. C'est la distribution. Donc dans cette famille NAV1, au niveau du système nerveux central, nous allons retrouver les 1,1, 1,2, 1,3, 1,6. Au niveau du muscle squelettique, principalement le 1,4. Au niveau du cœur, principalement le 1,5, etc. Là encore, je ne vous demanderai pas de retenir de façon précise le nom de chacune des isoformes en rapport avec leur localisation. Diverses mutations génétiques de ces canaux sodiques ont été décrites comme étant responsables de maladies génétiques affectant les muscles ou encore les neurones. Une mutation de NAV1,4 se traduira par une maladie génétique avec des symptômes musculaires. Quand on étudie la pharmacologie de ces canaux sodiques dépendant du voltage, il est assez frappant de constater qu'un grand nombre de toxines sont capables d'affecter le fonctionnement de ces canaux, avec des conséquences qui sont essentiellement neuronales. Nous avons par exemple la tétrodotoxine, notée TTX, qui est isolée de tissus de poissons sphériques, les tétrodons ou fugus. C'est un bloqueur de ces canaux. La tétrodotoxine est donc issue des tétrodons. De la même façon, la saxitoxine ou STX est produite par un dinoflagellé marin, Goniolax catenella, qui se retrouve dans des coquillages comme les clames par exemple. Lui aussi c'est un bloqueur. Enfin à droite, vous avez représenté une très jolie petite grenouille d'Amérique du Sud, Phyllobates orotania, et on a extrait la batrachotoxine de ces grenouilles, de la peau de ces grenouilles. C'est un activateur irréversible des canaux sodiques. La batrachotoxine, c'est probablement la substance la plus toxique du règne animal. Toutes ces toxines ont permis l'étude des canaux sodiques, mais bien évidemment n'ont pas d'utilisation thérapeutique, ce sont de réels poisons. Par contre, certains médicaments,
destinés notamment à rétablir le rythme cardiaque, ou certains antiépileptiques ou encore certains anesthésiques locaux vont effectivement cibler ces canaux sodiques dépendant du voltage. C'est un exemple d'anesthésique locale que je vais utiliser pour illustrer la pharmacologie de ces canaux. La lidocaïne est un agent anesthésique utilisé notamment en odontologie. L'anesthésie est souvent le premier temps de toute intervention odontologique car elle permet de supprimer la sensibilité. Il y a donc fort à parier que la majorité d'entre vous a déjà reçu une administration de lidocaïne. Cet anesthésique sera également utilisé en anesthésie de surface ou en anesthésie loco-régionale. La lidocaïne va agir en bloquant les NaV 1.7. C'est un bloqueur donc des neurones périphériques NaV 1.7. Mais il y a une faible sélectivité pour ces neurones. Il va atteindre son site de liaison en empruntant le canal lui-même. Il faudra donc que le canal soit ouvert, perméable, pour que la lidocaïne puisse aller agir pour entraîner le blocage de ce canal. Et il va ensuite stabiliser le canal dans son état fermé, état inactivé. En bas à droite sont représentés avec ces petites formes ovales les trois états du canal sodique. L'état ouvert activé, l'état fermé inactivé et l'état fermé mais activable. Très souvent, la modélisation des états d'ouverture et de fermeture des canaux ou d'acceptabilité de l'agoniste pour un récepteur ont conduit à ce type de petit schéma. Et on explique comme ça que les substances médicamenteuses pourront stabiliser le canal dans un état plutôt que dans un autre. Donc ici, on va stabiliser le canal dans son état fermé inactivé, ce qui entraînera une diminution de propagation de l'influx. Nous allons maintenant parler des canaux potassiques. Dans la partie droite de cette diapositive, nous retrouvons les trois mêmes activités électriques que celles décrites pour les canaux sodiques, mais vous voyez que cette fois-ci, la flèche rouge-orangée se situe à un tout autre endroit du potentiel d'action de ces cellules neuronales, cellules du nœud sinusal ou du myocyte ventriculaire. La plus grande famille des canaux ioniques est en effet la famille des canaux potassiques. On connaît aujourd'hui environ 70 représentants à cette famille des canaux potassiques. Ces canaux interviennent dans la phase de repolarisation des cellules excitables et des cellules automatiques. La nomenclature de ces canaux est calquée sur celle des canaux sodiques. Le principal ion transporté et le principal régulateur physiologique du canal sont à la base de cette nomenclature. Sauf qu'ici, nous allons voir qu'il existe des canaux Kv, mais aussi KCa pour calcium, KATP, KACH pour acétylcholine, etc. La diversité structurale de ces canaux potassiques est importante et leur mécanisme de régulation est plus complexe que ce que nous avons vu pour les canaux sodiques. Pour illustrer cette diversité structurale, voici un schéma des structures des différentes sous-unités alpha possibles constitutrices de ces canaux potassiques. Un canal est en général constitué de 4 sous-unités alpha identiques formant le pore, le canal donc, et d'une ou de plusieurs sous-unités régulatrices qui viennent entourer le pore du canal. Chaque sous-unité alpha comporte soit 2, partie inférieure gauche, soit 4, partie inférieure droite, soit 6 ou encore 7 domaines transmembranaires comme ceux représentés dans la partie supérieure du schéma. Certains canaux seront même constitués de 2 pores. Leur nom commencera à ce moment-là toujours par grand T, pour two en anglais, 2 pores, et ce sera notamment donc les récepteurs TWIC, TIC, TASC, TREC, TRAC. Vous voyez qu'on peut faire de la poésie avec pas grand-chose. Les canaux KV en haut à gauche sont eux donc dépendants du voltage. Les canaux en haut à droite sont activés par des ions calcium cytosoliques, et donc on va les appeler BKCA. Les canaux en bas à gauche de cette diapositive seront donc, dans le cas des canaux ATP sensibles, ils seront sensibles à la
concentration intracellulaire en ATP, mais ils appartiennent à la même famille que d'autres qui seront sensibles à l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, qui sont donc les cousins des récepteurs nicotiniques, qui pourront entraîner secondairement une stimulation de ces canaux K-ACH. Mais c'est un domaine que l'on n'abordera pas cette année. Nous allons donc nous concentrer, comme je vous l'avais dit, sur les récepteurs sensibles à l'ATP, les K-ATP. Les sous-unités alpha de ces canaux sont dénommées KIR, et ils sont numérotés de 1 à 9, KIR 1 à KIR 9. Vous avez la sous-unité alpha en haut à droite sur ce schéma. Ce terme de KIR, K-I-R, vient de potassium pour le K, et le IR vient de Inward Rectifiers. Ce sont des canaux de rectification anormale, qu'on appelle également de rectification entrante. C'est une particularité électrophysiologique de certains canaux qui illustre le sens de la conduction ionique, et sur laquelle je ne m'étendrai pas car ça nécessiterait de revenir sur des notions électrophysiologiques relativement complexes et peut-être lointaines déjà pour vous. Ces canaux sont constitués aussi de sous-unités nommées SUR, S-U-R, qui doivent leur nom à leur capacité de fixer les sulfonylurées, qui sont donc les sulfamides antidiabétiques. Les sous-unités SUR portent aussi les sites de fixation de l'ATP. Ces sous-unités SUR appartiennent à une famille de protéines que l'on appelle les protéines ABC, qui sont des protéines de transport membranaire. Mais les SUR ont perdu la capacité de transporter de gros substrats. Dans la famille des protéines ABC, nous avons des protéines qui peuvent transporter des peptides, des lipides, des sucres, voire des médicaments entiers. Mais ici, elles ont perdu la capacité de transporter ces gros substrats pour ne devenir que des acteurs du transport du potassium. Au final donc, les canaux K-ATP, les canaux potassiques sensibles à l'ATP, sont donc ce que l'on appelle des hétéro-octamères constitués de 4 SUR et de 4 KIR, tels que représentés dans la partie inférieure gauche de ce schéma. Lorsque la cellule est au repos, la cellule produira peu d'ATP. À ce moment-là, les canaux K-ATP seront ouverts et le potassium pourra sortir de la cellule. Ceci va stabiliser le potentiel de membrane cellulaire à une valeur qui sera voisine du potentiel d'équilibre du potassium. Quand la production d'ATP augmente, les canaux vont se fermer, ce qui va entraîner une dépolarisation membranaire et ce qui aura pour conséquence d'entraîner l'ouverture des canaux calciques. Bien entendu, la nature de SUR et de KIR conditionnera l'existence de plusieurs sous-types de canaux potassiques dépendants de l'ATP et qui présenteront des localisations différentes. Le sous-type SUR1 KIR 6.2 est exprimé dans les cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatiques, les cellules qui sont impliquées, nous l'avions dit, dans la sécrétion d'insuline par le pancréas. Ainsi, le canal SUR1 KIR 6.2 sera une cible thérapeutique intéressante dans le cadre de la prise en charge de patients diabétiques, plus spécifiquement de patients porteurs d'un diabète que l'on appelle non insulinodépendant, ce qui signifie que ce sont des patients dont les cellules bêta des îlots de Langerhans ont conservé la capacité de produire de l'insuline. Ça n'est pas le cas de tous les patients diabétiques. Certains patients diabétiques seront dits insulinodépendants. On n'aura pas d'autre choix que de leur administrer de l'insuline puisque leurs cellules bêta auront perdu la capacité de produire de l'insuline, ou plus exactement, leurs cellules bêta auront littéralement disparu de leur pancréas. Bien entendu, cette cible est exploitée en thérapeutique, puisque je vous avais dit que la sous-unité SUR devait même son nom aux médicaments les sulfonylurées. Cela vient du fait que l'utilisation de ces médicaments est antérieure à la description des canaux potassiques. Et donc, quand on a décrit ces canaux K-ATP, eh bien, on a utilisé dans la nomenclature le nom
de leur cible, le nom de leur, pas de leur cible, mais de leur ligand exogène préférentiel. Sur cette diapositive, le principe actif est le glibenclamide, qui est présent dans diverses spécialités pharmaceutiques comme le daonil ou l'imidaonil. Ce glibenclamide est donc un sulfonylurée de seconde génération, dont l'action de diminution de la glycémie passe par la stimulation de la libération d'insuline par le pancréas. Et vous savez comment cela procède, en se fixant sur des canaux, en bloquant ces canaux, et ainsi en entraînant la production d'insuline. Nous allons maintenant parler des canaux calciques. Et nous allons nous concentrer comme prévu sur les canaux calciques de la membrane plasmique. La différence avec les conductants sodiques et potassiques est que le calcium a un rôle de messager intracellulaire. Lorsque la concentration intracellulaire de calcium augmente, ce calcium va se fixer sur des protéines qui sont spécialisées dans la reconnaissance de ce calcium. Dans le cours de physiologie cardiaque, vous entendrez parler de troponine C. D'autres protéines comme la calmoduline ou comme les annexines pourront fixer ce calcium, entraînant ainsi une modification de la fonction des cellules. Le calcium sera en effet responsable du couplage entre l'excitation et la contraction musculaire, pour ce qui a trait aux muscles lisses et aux muscles cardiaques, ou encore du couplage entre l'excitation et la sécrétion de médiateurs. Ce sera par exemple les hormones qui seront libérées par des phénomènes d'exocytose qui nécessitent la mobilisation du calcium. La nomenclature fait encore une fois référence au principal ion transporté et au principal régulateur physiologique du canal. Et nous parlerons ici de canal calcique de type V pour voltage. La structure de ces canaux est encore une fois relativement complexe. Une sous-unité principale alpha 1 va former le port de ces canaux. Cette sous-unité a en réalité une structure relativement voisine de la sous-unité alpha des canaux sodiques. Nous retrouvons 4 domaines transmembranaires de 6 hélices chacun. Plusieurs sous-unités vont être associées cette fois-ci à alpha 1. Une sous-unité alpha 2, représentée en haut à droite, qui est une sous-unité extracellulaire, et qui va être rattachée par un pont disulfure, vous voyez ici des SSSS, rattachée donc par ce pont à une sous-unité transmembranaire qui est la sous-unité delta, qui est colocalisée avec la sous-unité alpha 1. Nous avons également une sous-unité bêta, qui est une sous-unité intracellulaire, et enfin une sous-unité gamma, qui est également une sous-unité transmembranaire. Pour couronner le tout, parce que vous savez que la nature a horreur de faire simple, nous allons rencontrer 10 sous-unités alpha 1, codées par 10 gènes distincts, 4 sous-unités bêta, 5 sous-unités gamma et 3 ensembles alpha 2 delta. Donc la complexité de ces canaux calciques est évidente. La nomenclature va essayer de rendre compte de la diversité des sous-unités. L'association à CAV d'une combinaison de chiffres informant sur la famille de gènes et sur l'isoforme permet de décliner ces canaux de CAV 1.1 en CAV 3.3. Parmi les canaux de la famille 1 vont correspondre les canaux qui sont bloqués par des molécules chimiques, par des ligands exogènes que l'on appelle les dihydropyridines. Ces canaux, la famille donc 1, sont aussi nommés canaux calciques de type grand L, car une fois qu'ils sont activés par la dépolarisation membranaire, ces canaux ont la particularité électrophysiologique de rester ouverts longtemps, on va dire long lasting. Pour d'autres auteurs, ils considèrent que ces canaux vont s'inactiver lentement, low inactivation,
Donc les deux moyens mnémotechniques fonctionnent avec grand L, soit pour long, soit pour low. Des mutations de ces canaux seront le support de maladies génétiques qui pourront affecter soit le muscle strié squelettique, soit la vision, soit la fonction cardiaque. La localisation des sous-types de canaux calciques dépendant du voltage est en effet assez large. Les caves 1.2 sont localisés notamment sur la membrane plasmique des cardiomyocytes. Ils seront la cible majeure des inhibiteurs calciques utilisés en thérapeutique. Ici, comme pour les autres canaux étudiés précédemment, je ne vous demande pas de retenir la totalité de ces localisations pour chacune de ces familles, mais retenez quand même la famille que l'on va utiliser comme exemple, c'est-à-dire la famille CAV 1.2. Ce sont ces canaux CAV 1.2, donc de type L, qui sont responsables pour les cellules cardiaques de l'entrée de calcium dans la cellule cardiaque et donc, nous l'avons dit, du couplage entre l'excitation et la contraction. Vous reconnaîtrez sur ce schéma les tubules T pour tubules transverses. Vous noterez la proximité du réticulum endoplasmique qui va former les tubules L pour tubules longitudinales. Et enfin, vous retrouverez les protéines contractiles situées très proches de ce réticulum endoplasmique. Lorsqu'ils sont exprimés par les cellules musculaires lisses vasculaires, ils interviendront aussi, ces canaux CAV 1.2, dans les résistances périphériques vasculaires. Et donc on voit que ces canaux vont jouer un rôle aussi bien au niveau cardiaque qu'au niveau des vaisseaux pour contrôler les résistances vasculaires périphériques. Et vous vous souviendrez dans votre cours de physiologie sur la circulation que c'est par ce biais-là que l'on va contrôler le niveau de pression artérielle. C'est ainsi qu'en thérapeutique, deux types de bloqueurs calciques avec des comportements différents pourront être utilisés. À droite, les dihydropyridines. Le chef de file de cette classe chimique est représenté par la nifedipine. Les dihydropyridines vont avoir une affinité importante pour les caves 1.2 lorsqu'ils sont en conformation inactivée. De l'autre côté du schéma, les phénylalkylamines, dont le chef de file cette fois-ci est le verapamil. Cette classe chimique va présenter une affinité importante pour les caves 1.2 en conformation activée. De cette affinité différente selon la conformation des canaux va découler une utilisation thérapeutique différente pour ces deux classes de bloqueurs. Au niveau cardiaque, le nombre de caves ouverts est la plupart du temps supérieur au nombre de caves inactivées. Et donc le verapamil sera plus actif sur le cœur qu'il ne sera sur les vaisseaux. Au contraire, sur les vaisseaux, le nombre de canaux calciques dépendant du voltage inactivés sera le plus souvent supérieur au nombre de ces canaux ouverts. Et donc la nifedipine, qui a plus d'affinité pour les caves inactivées, sera plus active sur les vaisseaux que sur le cœur. Nous avons là donc deux profils différents de bloqueurs de ces canaux calciques de type L qui sont liés à des affinités différentes selon que le canal sera ouvert ou au contraire selon qu'il sera inactivé. Et donc c'est comme cela que nous retrouvons dans notre dictionnaire Vidal des inhibiteurs calciques de deux types différents avec des indications différentes. À gauche, dans une spécialité comme l'isoptine par exemple, nous avons un principe actif qui est le verapamil, principe actif d'une famille chimique que nous connaissons, qui est celle des phénylalkylamines, qui va être utilisé comme inhibiteur calcique sélectif à effet cardiaque. Et donc les indications de ce médicament seront l'angor, autrement dit l'angine de poitrine, c'est-à-dire
des patients qui présentent une circulation coronaire défaillante, et vous retournerez à la fin du cours portant sur la circulation coronaire, où je vous expliquais quels étaient donc les dysfonctionnements au niveau de cette circulation. On va trouver également comme indication pour ce verapamil les troubles du rythme cardiaque. De l'autre côté, un autre inhibiteur calcique, mais cette fois-ci qui sera sélectif des effets vasculaires, c'est la nifedipine, le chef de file des dihydropyridines, dans une spécialité choisie ici qui est l'adalate, mais il y en a bien d'autres qui renferment ces principes actifs, et donc avec comme indication principale l'hypertension artérielle, puisque cette nifedipine va contrôler l'entrée de calcium dans les cellules musculaires lisses vasculaires et donc le niveau de résistance périphérique totale et par voie de conséquence le niveau de pression artérielle.